Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, série noire pour les médias au Cameroun. Le journaliste Agnès Desso abattu dans le nord-ouest, premier suspect de présumés séparatistes armés. Cet assassinat survient juste quelques jours après la journée mondiale de la liberté de la presse. On en parle dans ce 20h. Que se passe-t-il réellement avec les sélections nationales camerounaises de football? Les Lions de moins de 17 ans ont été détrônés de leur titre de champion d'Afrique, éliminés au premier tour de la compétition qui se tient en Algérie. Évocation dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ce rififi au marché central de Douala. Cette fois, ce sont les commerçants du marché B sommés de quitter les lieux. Rapprochés par nos reporters, le comité de gestion annonce un projet de modernisation et d'extension de l'édifice marchand, déjà en proie à une insalubrité notoire. D'autres précisions dans ce reportage de François Dikoumet, Théophile Tchunke, Ulrich Konomala. Colère et consternation au marché central de Douala. Nous avons les enfants à la maison qui ont des licences, des masters qui sont à la maison. Moi, je nourris les enfants qui ont des masters à la maison comme les enfants de 8 ans. Présents sur le site depuis des décennies, ces commerçants de vivres frais et autres marchandises sont sommés de quitter les lieux. On a commencé à payer la quittance ici au marché 500 francs. La quittance montait progressivement 1500. Ça faisait des années 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 3000. Et ils disent que nous ne payons pas la quittance. Pour connaître les raisons de cette menace, nous avons rencontré le comité de gestion de l'édifice marchand, constitué de 2 régisseurs A et B, des représentants des commerçants, supervisés par un médiateur entre le marché central et la communauté urbaine de Douala. Ici, on évoque un projet, celui de la construction de plus de 600 comptoirs modernes et des boutiques, tel que présenté sur le plan de construction. À plus de 40 ans, le site est déjà en proie à une insalubrité notoire. Si le super maire veut créer des boutiques, il a créé les annexes du marché central, même à Yassa, même à Bonabéry. Avant le lancement des travaux, le comité a prévu recaser les commerçants du marché B sur le site appelé TZ et dont la viabilisation sera faite pour la circonstance. Une case de témoins est déjà érigée. Depuis le mouvement que je constate dans le marché, je me suis déplacé personnellement en tant que représentant des commerçants. Il était question de voir effectivement qu'il existe un site approprié pour le déguerpissement des commerçants sur le bloc plantain et charbon. Et nous sommes sur le site, je vois que ce site existe. Maintenant, il y a des petits coins d'ombre comme l'aménagement et autres qu'il faudra faire. Même jusqu'ici, les commerçants du marché B s'y opposent toujours. Aucun viveur fait ici là. Ça ne peut pas. Ça peut même pas. Ne rêvez pas. Et la population de Moutenguéné menace de faire une marche de protestation. À l'origine de cette colère, la rupture de l'énergie électrique depuis des mois. La situation paralyse toutes les activités, empêchant les élèves candidats aux examens officiels de mieux se préparer. Kimazou Mathilda et Joline Guényondé. C'est dans un noir quasi total que les populations de la ville de Moutenguéné, région du sud-ouest, sont plongées depuis plusieurs semaines. 2 mois exactement que les lampadaires n'ont plus brillé, alors que les examens de fin d'année approchent à grands pas. Les élèves de cette localité expriment toutes leurs craintes et leur peur de l'échec, ne pouvant pas préparer leur examen dans des conditions optimales. We are unable to study. We go to school, come back. Exams are coming up. Nous sommes incapables d'étudier. Les examens arrivent à grands pas. Nous sommes obligés d'étudier parfois avec les bougies, ce qui n'est pas facile. Avec ce problème d'électricité, comment voulez-vous qu'on prépare sereinement le GCE? Nous souffrons beaucoup. Which is very, very risky for us. L'électricité est perçue comme un luxe ici à Moutenguéné. Les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Mécontents, ils réclament le retour de l'énergie électrique au risque d'un soulèvement populaire. For some time now, we have been having difficulties of light.
Depuis plusieurs mois, nous sommes plongés dans le noir ici à Moutenguéné. Le problème est que le transformateur est très petit pour supporter la charge. On est fatigué de vivre cette situation. On a jeté toutes nos denrées alimentaires. La vie tourne au ralenti, les commerces sont fermés. Et même ceux qui ont des groupes électrogènes doivent parcourir des kilomètres pour aller acheter le carburant. C'est vraiment très difficile. Si la lumière ne revient pas, nous allons organiser une marche de protestation. En plus des mouvements de revendication de l'électricité, le phénomène d'insécurité galopante, du mauvais état de la route et du manque d'infrastructures de base rallonge la liste de problèmes dont souffre la localité de Moutenguéné. Environ un an après le scandale d'Ikolo Gate, les populations de cette partie de la ville de Douala continuent d'attendre une rétrocession de leur patrimoine foncier envahi par la broussaille. Sur le site, pas l'ombre d'un seul parpaing du projet hôtelier qui était annoncé. Le porte-parole des ayants droit a donné un point de presse ce jour dans la ville de Douala. C'était en présence de nos reporters Cédric Nding et Théophile. À peu près un an après le scandale de Dikolo Bali qui a secoué l'opinion publique, les ayants droit ne décolèrent pas. Pour demander à l'administration et surtout au chef de l'État qui apparemment aurait initié la commission ad hoc de nous restituer nos terres et de nous dédommager pour tous les préjudices et de réparer tous les torts que nous avons subis. Pour les avocats de ces dizaines de familles, les textes de la République en matière foncière ont été allègrement foulés aux pieds. L'article 95 de la loi 2004 dispose clairement que la sécurité foncière est assurée aux détenteurs des titres fonciers par l'État du Cameroun. Et dans ce qui s'est passé à Dikolo, c'est carrément le contraire. Donc, une pléthore de tests portant expropriation pour cause d'utilité publique, son décret d'application, la loi de 2004 sur l'urbanisme, bref, tous ces textes-là ont été violés. Une scabreuse affaire qui a dévoilé un concubinage incestueux entre la haute administration camerounaise et de prétendus hommes d'affaires. Les administrateurs véreux, en compagnie des hommes d'affaires sans foi ni loi, ont quand même détruit Dikolo. Dikolo était doté des endroits rituels sacrés, notamment des tombes de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Notamment, il faut le savoir, le premier avocat du Cameroun, Maître Moudoutebel, a été enterré à Dikolo. Et on a profané sa tombe. Ces populations espèrent malgré tout retourner sur leurs terres envahies aujourd'hui par une épaisse broussaille sous laquelle gisent les fondations de toute une vie. Évoquons à présent les violences faites aux femmes. 25 d'entre elles ont perdu la vie en l'espace de 4 mois, tombées sous le coup de leurs conjoints et des agresseurs encore non identifiés. Dans le littoral, le centre et l'ouest seraient les régions les plus féminicides du Cameroun, d'après un récent rapport rendu public par la société civile. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Boyo. 25, c'est le nombre de femmes tuées depuis le mois de janvier 2023 au Cameroun. La plupart de ces femmes âgées entre 40 et 12 ans ont été tuées sous les coups et blessures de leurs conjoints ou à la suite d'un viol par des personnes non identifiées, selon un rapport rendu public par la société civile du littoral. Sur ce nombre croissant d'assassinats, les régions du centre, de l'ouest et du littoral forment l'épicentre des crimes, avec à elles seules près de 20 féminicides recensés. Dans la région du centre, le 14 mars 2023 au quartier Nkomo, une fille d'une quinzaine d'années est violée puis tuée par des agresseurs non identifiés. Le 26 mars 2023 au quartier Mimboman, une élève se rendant à l'école est agressée et tuée par ses bourreaux. Le 6 avril plus tard à Nanga et Boko, un Nigérien élimine de sang-froid à la machette Vanessa Kamga et 3 membres de sa famille. 4 jours plus tard, Ingamba Laetitia est à son tour retrouvée morte à la suite d'un étranglement par son copain jaloux. Le 11 avril 2023 à Lindoy, Marine Dumba décède à l'âge de 12 ans après avoir été battue à la machette par son oncle qui l'accusait d'avoir dérobé la somme de 20 000 francs CFA. Au quartier Ngousso à Yaoundé, le corps sans vie d'Aileen Wayou est découvert baignant dans une mare de sang. Le 18 avril 2023, l'étudiante Chanel Kenmoué, au retour des cours, reçoit 5 coups de poignard
par des individus jusqu'ici non identifiés. Dans la région de l'Ouest, l'assassinat abject de Dame Makante porte la signature d'une agression à l'arme blanche. Dans la localité de Banengo, dans la ville de Bafoussam, une femme est découverte tuée à la suite d'un viol collectif. Enfin, dans le littoral, le 10 avril 2023, Benjamin Dindom, de nationalité centrafricaine, poignarde à mort sa compagne, Chantal Massiri, à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Autre cas de féminicide qui a ému l'opinion nationale, c'est l'assassinat brutal de Dame Menchoum, enseignante au lycée bilingue de Mokolo, dans l'extrême nord, le 12 avril, à la suite d'une dispute conjugale. Cette série de féminicides sur l'étendue du triangle national interpelle, car une mort de plus sera encore une de trop. Et à la suite de ce reportage de Jean-Paul Boyo, bon nombre de Camerounais se demandent pourquoi les autorités ne prennent pas des mesures drastiques pour protéger la vie des femmes. Face à la montée de ces cas de violence, les associations des droits humains et féministes interpellent les pouvoirs publics à sortir de leur sommeil pour protéger les femmes de plus en plus menacées. Josiane Gok et Kevin Thiogo. Plusieurs mois maintenant que les signaux sont au rouge au Cameroun en ce qui concerne les atrocités dont est victime la gente féminine. Plusieurs cas ont conduit à la mort. La situation est préoccupante. C'est d'autant plus alarmant que notre documentation démontre que seulement au centre où il y a les institutions, il y a 17 cas. Et les 17 cas, ce n'est que les cas que nous avons documentés. Les jours passent. Suite aux violences, les femmes trépassent et les chiffres croissent. Inquiétant est cependant le silence observé chez les membres du gouvernement, même ceux en charge de la promotion de la femme et de la famille. Alors, soit c'est un silence coupable, ou alors c'est un silence de passivité, ou encore c'est un silence d'impuissance. Dans tous les trois cas, c'est un silence qui fait peur. Au-delà de la société civile, au-delà, n'est-ce pas, de la société, les institutions n'ont pas marché. Le ministère de la Femme et des Affaires sociales est coupable de son silence. Le ministère de la Justice, les procureurs peuvent se saisir, n'est-ce pas, de ce qui est déjà documenté ou bien se saisir même des cas de dénonciation. Ils sont tous coupables. Cela veut dire que nous sommes sur un chemin que visiblement personne ne maîtrise puisque les autorités ne parlent pas. Et donc, la situation va clairement aller en s'aggravant. Nul n'est censé ôter la vie à son semblable, dit la loi. Cependant, l'explosion des cas de féminicide amène à s'interroger sur l'application des tests juridiques recensés sur le plan national et ceux ratifiés par le Cameroun. Il y a la Constitution, il y a le Code pénal, il y a au niveau international le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais qu'est-ce que le Cameroun qui a tout ce arsenal juridique là, l'État, il fait quoi? Rien du tout. Au lieu donc de nous servir tous les jours les batailles au sommet de l'État, les populations au niveau des communautés, avec, n'est-ce pas, ce féminicide grandissant, ont besoin de la sécurité et de la protection de ces filles. N'est pas à exclure la responsabilité sociale, gangrénée par une indifférence de plus en plus grandissante chez les uns, tout comme chez les autres. Clarence Yongo appelle à un plaidoyer incluant tous les maillons de la société afin de stopper la saignée. Une sensibilisation à grande échelle et que ce ne soit pas juste quelque chose de passager. Maintenant, oui, la loi existe. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui est effectivement fait ou pas du tout. Nous ne sommes pas du tout informés. Alors, si la loi existe et qu'elle est appliquée, qu'on nous dise qu'elle est appliquée. Donc, c'est un plaidoyer qui doit être porté par tous et c'est des solutions qui doivent être trouvées. Sur l'échelle, environ 25 femmes assassinées en moins de 3 mois au Cameroun, il faut agir. Nous vous le disions en titre, la grande famille des médias du Nord-Ouest est en deuil. Le journaliste Agnès Desso a été abattu par de présumés séparatistes non encore identifiés juste quelques jours après la journée mondiale de la liberté de la presse commémorée dans un contexte de condamnation de l'assassinat des journalistes. Christine Babanda et Dalastiana. Dimanche noir pour la famille des journalistes à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Agnès Desso, correspondant du journal Advocate Newspaper, a été assassiné dimanche dernier par de présumés séparatistes. La scène macabre s'est produite dans un snack-bar populaire situé à la rue Tarinkon. Alors qu'il présentait un événement, des hommes armés
vont faire irruption et ouvrir le feu sur le jeune reporter, selon certains témoignages. Un choc difficile à surmonter pour ses confrères qui se rappellent encore cette belle âme. Selon certaines sources, transporté de toute urgence à l'hôpital régional de Bamenda, le jeune homme va succomber à ses blessures et son corps déposé à la morgue de cette formation hospitalière. Le meurtre d'Aniende So survient quelques jours après la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai dernier. Parlons santé à présent. Dans le département du Dia-et-Lobo, région du Sud, le plateau technique des formations sanitaires laisse à désirer. Ces hôpitaux font face aux insuffisances d'infrastructures et de personnel. Le reportage de Élisée Bogba et Ben Christy Moudio. À Moussala, dans le département du Dia-et-Lobo, dans la région du Sud, le nouveau pavillon de maternité et le bloc administratif de l'hôpital de district peinent à sortir du sol. Alors que le marché a été attribué en juin 2022, les travaux en sont encore à 20%. Les raisons liées à ce retard gravitent autour de la saison en cours et des problèmes relatifs à ce terrain. On a perdu presque un mois pour avoir le site avec les difficultés de l'obtention du site. Parallèlement, on a eu à faire le terrassement comme on peut le constater. On allait sur 2 hectares, on pouvait se limiter juste à 2000 m² pour le prendre aussi. Du côté des locaux principaux de cette formation sanitaire, l'état des lieux n'est pas meilleur. Alors que les populations désertent peu à peu l'hôpital, le personnel dénonce des pratiques douteuses. Nous envoyer ces assurés, mais pendant le déroulement de l'activité, il y a eu des manifestations. C'est-à-dire certains d'entre eux s'amusaient à changer leur carte contre un peu de sous. L'inspection du plateau technique des formations sanitaires du Dia-et-Lobo a conduit le ministre de la Santé publique dans la localité de Messok. Ici, cette formation sanitaire, qui a statut de centre de santé intégré depuis 1941, est noyée dans la broussaille. La construction des nouveaux bâtiments du centre de santé sont aux arrêts depuis longtemps. Le personnel affecté dans cet hôpital est réduit et a récemment connu une période de 1 an et demi sans salaire. Il n'a pas encore pris service, la note est sortie de la mairie, mais la baisse de la fréquentation des hôpitaux dans le Dia-et-Lobo semble être une difficulté commune aux formations sanitaires. Dans la commune de Zoétélé, l'hôpital de district enregistre seulement entre 100 et 150 patients par mois, tandis que la morgue n'est plus en service. Et vous regardez les corps maintenant. Les patients vont à 100 000 dans l'Allemagne. Pourquoi vous voyez pourquoi nous? Face à ces problèmes, le ministre de la Santé publique s'est engagé à trouver des solutions. Il y a quelques éléments de service, n'est-ce pas, en termes d'environnement, en termes de plateau technique à améliorer. Nous avons pris bonne note. Pour certains, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, pour certains, nous pourrons déjà apporter des solutions dès lundi. Ces descentes du ministère de la Santé sur le terrain interviennent alors que le renforcement des plateaux techniques de certaines formations sanitaires se veut un impératif. Parlons économie à présent. Les actes de concurrence déloyale se multiplient en Afrique centrale. Imitation, dénigrement, désorganisation de la sous-région. La généralisation du phénomène est à craindre dans un contexte d'ouverture des marchés sur le continent. Une maîtrise du problème passe par une meilleure compréhension du cadre réglementaire. Défis et enjeux dans ce reportage de Giressio Paï Donald Briskamgan. Imitation, parasitisme, désorganisation. Les actes de concurrence déloyale s'accumulent en zone CEMAC. Les entreprises se plaignent de plus en plus au sujet de ces phénomènes, véritable gangrène pour les économies. Pour le Conseil communautaire de la concurrence, les actes anticoncurrentiels sont souvent liés à une connaissance approximative de la loi. Parfois, c'est parce que les gens ne connaissent pas les textes. Parfois, les gens ne connaissent pas les textes, ils le font. Et lorsque le Conseil est au courant, on attire leur attention là-dessus
pour qu'ils puissent revenir à la raison, pour respecter les textes en vigueur. Les actes de concurrence déloyale sont dommageables pour les entreprises. Ils réduisent les marges de bénéfice des entreprises, dégradent l'image des compagnies victimes et globalement entravent l'activité économique. Nous n'allons pas les traiter en dehors des textes en vigueur. Donc nous allons nous baser sur la réglementation en vigueur pour traiter, examiner tous ces dossiers. Et ces avis sont transmis au président de la commission de la CEMAC qui a compétence pour prendre des décisions. Donc généralement, les avis qui sont transmis au président de la commission sont suivis par le président de la commission parce que c'est son bras technique qui lui donne des conseils. La 10e session du Conseil communautaire de la concurrence en cours à Douala table sur 4 dossiers. Il s'agit notamment des cas de concentration opérés par les entreprises sans autorisation préalable du Conseil, comme le prévoit la procédure en vigueur. Hors de nos frontières, la République démocratique du Congo décrète une journée de deuil national suite à la mort de 400 personnes dans des inondations au Nord Kivu. Et concernant la pandémie à coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé lève l'état d'urgence sanitaire en dépit de quelques incertitudes. Nadine Yabo. La République démocratique du Congo pleure ses morts. Les victimes des inondations meurtrières qui ont frappé le territoire de Calais au sud Kivu, faisant au moins 400 morts. Le pays observe un deuil national ce lundi et les drapeaux sont en berne. Selon des ONG, près de 4500 personnes manquent encore à l'appel alors que les chances de retrouver des survivants se réduisent au fil des jours. Plusieurs villages ont été détruits par les eaux en furie. La société civile pense que la solution est de relocaliser les sinistrés au regard de la situation humanitaire désastreuse. Cette catastrophe est survenue 2 jours seulement après les inondations qui ont fait au moins 130 morts au Rwanda. L'ONU y voit une conséquence du changement climatique. La pandémie de coronavirus n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. Cette déclaration est de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS estime que le coronavirus est désormais suffisamment sous contrôle pour lever le niveau maximal d'alerte, malgré quelques incertitudes qui subsistent sur l'évolution du virus. Au dernier pointage, le tableau de bord de l'Agence onusienne de la santé affichait 20 000 morts officiellement recensés depuis la survenue du premier cas en décembre 2019 en Chine. S'agissant des vaccins, l'OMS précise qu'au 30 avril, environ 13,3 milliards de doses avaient été injectées. En 3 ans de crise sanitaire, la pandémie de coronavirus a fragilisé l'économie mondiale et creusé le fossé des inégalités. Jusqu'à ce jour, la communauté scientifique reste divisée sur les origines exactes du coronavirus. Dans la Minute Sport de ce journal, les Lions de moins de 17 ans ont détrôné de leur couronne de champion en titre. Ils ont été éliminés de la compétition en Algérie, tombés 1-2 face au bébé étalon du Burkina Faso. Une sortie prématurée qui en rajoute à la série noire des sélections nationales, toutes catégories confondues. Francis Boyom et Nana Paul Sabla. Arrivés à Annaba sur la pointe des pieds, les Lionceaux camerounais retournent mardi au Bercail, la queue entre les jambes. Le Cameroun a terminé dernier du groupe C avec un bilan indigne de 2 défaites en 2 matchs, 4 buts encaissés contre 1 seul marqué. Respectivement face aux Aiglons du Mali et aux Étalons du Burkina Faso, les champions d'Afrique en titre ont été incapables de s'offrir même un match nul qui leur tendait pourtant les bras pour l'accès au second tour. La débâcle historique de l'équipe du Cameroun dès le premier tour de la phase finale de la CAN Algérie 2023 fait tomber l'arbre qui cachait la forêt de la mauvaise organisation du sport roi camerounais, surtout à la base. Au-delà de cette élimination des U17, il y a véritablement une préoccupation au niveau de la formation à la base au niveau du Cameroun.
L'élimination prématurée de Lionceau nous ramène à la réalité des échecs des sélections camerounaises en compétition internationale. Les Lions indomptables sont éliminés de la phase finale de la prochaine Coupe du monde de football féminin. Les Lions de moins de 23 ans étaient absents de la phase finale de la CAN Égypte 2023. L'équipe nationale olympique est éliminée de la phase finale de la prochaine CAN Maroc 2023. Les Lions A' sont sortis lamentablement au premier tour du CHAN Algérie 2022 et les Lions indomptables seniors sortis du premier tour de la Coupe du monde Qatar 2022 et mal partis dans le dernier tour des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Une série noire en l'espace d'un an qui impose en urgence un bon diagnostic de cette crise de résultats. Le problème est profond. Il faudrait que l'instance fêtière se pose des bonnes questions, que la direction technique fasse son travail et que le gouvernement de la République soit saisi. Mais on ne peut pas saisir le gouvernement de la République si les cadres, si les techniciens n'ont pas fait le bon diagnostic et proposé les bonnes solutions. Et quand on parle de bonnes solutions, il est indéniable qu'il y a le souci de la compétitivité. Je vais donner un exemple très simple. Vous ne pouvez pas former des infirmiers, des médecins, sans stage pratique. Et en football, c'est la même chose. On peut multiplier les centres de formation, mais ces enfants qui sont formés, où compétissent-ils? Sous d'autres cieux, les enfants de cette catégorie sont arrivés à l'équipe première et chaque week-end, ils ont un match. Et c'est là où les sélectionneurs viennent puiser. Comment voulez-vous donc que les entraîneurs sélectionneurs des U17 viennent prendre des joueurs, on ne sait où, qui n'ont jamais compéti? L'entraîneur lui-même s'améliore avec la compétition, les matchs, et les joueurs progressent. L'Africa Foot est désormais au pied du mur. Il est temps de redonner au football camerounais sa grandeur. Reportage dans cette édition du 20h. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café annonce la reprise des activités de promotion et de valorisation des filières cacao et café. C'est l'une des résolutions de son Assemblée générale de Yaoundé. Le ministre du Commerce invite les différentes structures qui interviennent dans le secteur à travailler désormais en synergie pour relever ensemble le défi de la productivité et à l'exportation du cacao et café camerounais vers le marché européen. Reportage. Virusé par le Covid-19, plusieurs événements dédiés à la promotion et à la valorisation des filières cacao et café ont pris du plomb dans l'aile. Mais passé cette épreuve difficile, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café revient en force dès cette année 2023. Il y en a qui ont pensé que le CICC était mort ou bien entré en hibernation. Ce n'est pas le cas. On a respecté les prescriptions médicales qui nous imposaient de limiter nos actions. Aujourd'hui, que c'est du passé, nous reprenons toute notre vigueur pour lancer le famille rural dans la cacaoculture, New Generation, géolocalisation. Toutes ces actions vont retrouver leur force et vigueur pour que l'interprofession continue à travailler dans l'intérêt des producteurs. Cette 31e Assemblée générale du CICC a posé les jalons de cette renaissance qui coïncide avec l'adoption par l'Union européenne des règlements contre la déforestation. C'était le 19 avril dernier. Notre cacao, notre café dépendent à 70% dans nos exportations du marché européen. Le marché européen durcit de plus en plus ses conditions. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que nous pouvons nous adapter. La question c'est comment nous faisons pour nous adapter dans les délais. Et cela à compter du 1er janvier 2025. C'est en rang serré que le Cameroun pourra relever ces défis et bien d'autres. Aussi, le gouvernement invite-t-il l'ensemble des acteurs de la filière cacao et café à travailler désormais main dans la main. Cela suppose que nous changeons de paradigme, que nous cessions de travailler chacun dans son couloir, qu'on se comprenne. Le gouvernement demande et exige de l'ONCC, du CCC, du FODEC et d'autres structures du genre qui travaillent désormais au quotidien ensemble, condition sine qua non pour permettre à nos filières cacao et café de rester des filières leaders en Afrique et dans le monde.
au Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Rendez-vous est déjà pris pour juin prochain dans le cadre d'une réflexion sur les changements climatiques dont l'impact sur la culture du cacao et du café n'est plus à démontrer. Les changements climatiques, nous avons pensé que nous devons également nous intéresser à ces problèmes parce qu'il y a des conséquences néfastes sur la productivité de notre filière café et cacao. C'est pour ça que nous avons fait appel à des éminents scientifiques qui nous diront quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ce problème ne nous tombe pas comme ça sur la figure. Cette Assemblée générale a pris plusieurs autres résolutions dont la mise en œuvre à court, à moyen et à long terme devrait donner une nouvelle impulsion aux filières cacao-café sous la conduite de l'interprofession. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans